sociale, politique. La nature a horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze, parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire. nombreux font des jugements, Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au tribunal de l'actualité. Lorsque vous dites « le droit à la vie privée ne me préoccupe pas parce que j'ai rien à cacher », cela ne fait aucune différence avec le fait de dire « je me moque du droit à la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire » ou de la liberté de presse parce que j'ai rien à écrire. Ces propos sont du célèbre informaticien américain Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NASA. Mais bien avant lui, Voltaire avait écrit ceci: « Je ne suis peut-être pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Bonne méditation en cette journée du vendredi 5 juillet 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. C'est la dernière convocation de la semaine. Je suis Loukman Sanfo. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, messieurs les juges au siège. Bonjour Président, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous êtes les juges au siège à cette émission. C'est vous qui donnez véritablement vos avis sur les faits majeurs de l'actualité nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Alors, ce matin, on s'intéresse au débat sur le nouveau code pénal du Burkina Faso qui continue de susciter des désapprobations provenant surtout des milieux professionnels des médias qui le jugent liberticide. En rappel, c'est le 6 juin dernier que le gouvernement burkinabé a adopté un projet de révision du code pénal qui a été entériné le vendredi 21 juin 2019 à l'occasion d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une loi certes votée, mais qui reste dénoncée par les regroupements professionnels des médias qui estiment qu'elle est attentatoire à la liberté de presse et d'information. Ils entendent donc se battre pour qu'elle ne soit pas promulguée par le président du Faso. Et ce matin, pour en parler, nous recevons un représentant justement de ces organisations professionnelles des médias, Bourema Ouedraogo, président de la Société des éditeurs de presse, la CEP. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Je crois plutôt que j'ai été convoqué. C'est cela. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Commençons par les avant-propos des juges au siège. Nous sommes vendredi, certainement des notes d'espoir pour cette une fin de semaine. Bernard Bougma, commence par vous. Merci Président. Mon avant-propos va concerner ce que j'avais dit hier. Le Conseil des ministres d'avant-hier s'était penché sur un point. Hier, le temps ne nous avait pas suffi. Je disais que j'allais revenir, ne serait-ce qu'en avant-propos. C'est un rapport relatif aux mesures de réduction du train de vie de l'État et d'amélioration de la gouvernance publique. Je pense que la réduction du train de vie de l'État était une promesse qui avait été faite par l'actuel Premier ministre quand il entamait son magistère et d'ailleurs avait donné un délai de 2 semaines. Et puis bon, depuis silence radio. Et donc le Conseil dit avoir fait une évaluation de la mise en œuvre des mesures déjà en application et de faire le point pour finaliser ce qui suit. Alors, c'est bien de savoir qu'il y a une rationalisation des budgets d'acquisition des biens et services et de la poursuite de l'implémentation de la comptabilité
des matières dans toutes les sphères de l'administration publique, des actions entreprises en matière d'économie, de consommation d'énergie, d'eau et de téléphone. Ça, ce sont les anciennes actions. Donc, ils disent qu'ils ont évalué tout cela et puis bon, demandent d'aller de l'avant. Maintenant, il y a un autre point, parce que quand le ministre de la fonction publique était passé ici lundi, il disait que, il se dit qu'un jour, le système de rémunération qu'on appelle communément la remise à plat connaîtra une application ou bien des travaux. En tout cas, le Conseil a fait le point du processus de finalisation et puis il demande l'achèvement des travaux sur le système de rémunération des agents publics qui doit permettre la maîtrise de la masse salariale à travers notamment la rationalisation des éléments de rémunération, la rationalisation des effectifs, la recherche de l'équité entre les agents publics en matière de rémunération. Et puis, bon, je ne pourrais pas tout lire, la rationalisation des charges des ambassades à travers la réduction des effectifs du personnel et la redéfinition des conditions de rapprochement des conjoints. Donc, ce sont des éléments qui sont très attendus par les Burkinabés, des préoccupations aussi qui avaient été suffisamment exprimées. Il y en a qui attendaient la fin de conférence de remise à plat sur le système de rémunération. On n'en a pas vu. Et donc, si le Conseil demande de reprendre les choses là où elles se sont arrêtées, ben, je pense que c'est une bonne chose. Parce que les Burkinabés ont besoin de savoir, quand les uns et les autres se sont réunis, et on fait venir des experts de l'autre côté pour pouvoir contribuer aux travaux, c'est aussi bien de savoir la suite qui va être réservée et surtout le contenu. Donc c'est bien d'y avoir pensé. Donc nous exhortons ceux qui ont en charge ce dossier également de diligenter pour que cet espoir qui avait été incarné puisse effectivement aboutir. C'était là mon avant-propos. Soyez-en remerciés. Geoffroy Vara, c'est à vous. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire et le Ghana. On sait qu'il y avait des discussions du côté de la terre de Burni. Ça a commencé avant-hier et il y avait plein d'espoir, notamment pour les producteurs de cacao, de voir le prix plancher, qui est le souhait de ces deux pays-là, être fixé. Et c'est 2600 $ la tonne. Maintenant, je pense qu'il y a la dure réalité du marché à laquelle ils ont eu à faire face. Et comprendre que même quand on a 60%, on pèse pour 60% en termes de production et donc d'offres sur un marché, ça ne nous donne pas le droit de décider de tout. Et même s'ils ont voulu d'abord procéder par la menace, ensuite ouvrir la discussion, parce que quand même avant-hier et hier à Abidjan, il y avait tout ce qu'on avait comme traders et brokers au niveau d'Abidjan et des industriels du domaine, mais la rencontre a accouché de cette souris-là, où il y a encore un autre système qui a été expliqué, mais c'était pas c'était pas la dynamique du début, et c'est la dure réalité que et c'est ce que les industriels ont dit aux Ivoiriens comme aux Ghanéens, c'est pas à eux de fixer le prix, et que c'est le marché qui va le fixer. C'est quoi le marché? Vous vendez votre chose et puis vous n'êtes pas libre de fixer le prix. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et en fait, c'est celui qui achète qui, au final, par un certain jeu de pression, n'est pas bien à vous imposer ce qu'il veut. Et et ça c'est la leçon pour moi à tirer, tant qu'on discutera de comment on vend nos matières premières, on ne posera pas la vraie problématique et la bonne réflexion. C'est parce qu'ils prennent ces matières premières et après, ce qui nous est acheté moins cher, nous dépensons à payer encore des produits qui ont été travaillés, qui ont été transformés et qui quittent de là-bas pour venir ici. Donc on ne pose pas le vrai problème, c'est la transformation de nos produits sur place qui sera de façon définitive le solutionnement au problème que nous avons aujourd'hui, et c'est la grosse réflexion à mener. Je pense que quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, quand on prend le pays comme le Ghana, il devait avoir une industrie qui soit capable d'absorber une bonne partie de cette production-là, et le discours sera différent, les réflexions seront différentes et les échanges seront différents. Je pense que c'est la leçon qu'on pourrait tirer de ce qui s'est passé récemment en terre de Burni, parce que quand on a deux géants qui comptent pour 60% de la production dans un secteur et qui est obligé de commander un prix plancher, ça veut tout dire. D'accord, merci d'avoir été bref et succinct, parce que nous aurons certainement un problème de temps pour aborder
l'affaire enrôlée ce matin. Alors, comme vous le savez, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté le vendredi 21 juin dernier un nouveau code pénal, une loi qui a été votée par 103 députés sur les 127. Il s'agit donc de contrôler l'information pour éviter que celle-ci ne soit un instrument de propagande des terroristes à temps justifié. Un nouveau code pénal qui réprime donc les publications d'images des attaques contre les forces de défense et de sécurité, ainsi que les victimes des crimes de terrorisme. Il y a aussi le fait que on vise, on pense que les atteintes au moral des troupes dans la lutte aussi peut être une des raisons qui justifie justement la prise de cette loi. Une réforme dénoncée, il faut le dire tout de suite, par les journalistes et des ONG qui la jugent liberticide. En outre, la nouvelle loi est jugée très sévère à cause notamment, entre autres, des amendes prévues à ces articles 312 à 316 jusqu'à 10 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. On en parle avec les organisations professionnelles des médias. Boulema Ouedraogo, président de la CEP, encore une fois bienvenue. Merci. Alors nous savons pour commencer qu'une telle loi, au regard de son importance, requiert un caractère participatif au regard de ses implications. Est-ce que les organisations professionnelles des médias ont été suffisamment impliquées dans l'élaboration de la loi? Autrement dit, est-ce que la CAJIDIAS, qui est en charge justement de l'organisation de le contour de cette loi-là, a associé les organisations professionnelles des médias? Merci de nous donner la parole effectivement pour nous exprimer sur cette question qui fait débat depuis quand même un peu plus de 2 semaines, disons un peu plus de 3 semaines, parce que au-delà de toutes du résultat que nous avons aujourd'hui qui fait justement qu'on ça fait débat, c'est parce que justement le processus, on n'a pas été associé au processus. On aurait aimé qu'il y ait ce débat avant l'adoption de la loi. Ça aurait été beaucoup plus... et là, le gouvernement aurait pu effectivement avoir, comment on appelle, les perceptions de différents acteurs, aussi bien parce que ça ne concerne pas que les médias. Il faut qu'on se comprenne parce que la bataille qu'on mène aujourd'hui, c'est pas pour seulement la liberté de la presse, mais c'est pour la liberté d'expression de façon générale. C'est pour la liberté tout court des citoyens, c'est pour le droit des citoyens à l'information. Donc, il faut qu'on sorte, parce que les gens ont tendance à dire que les médias refusent de céder une parcelle de liberté pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est que nous demandons justement qu'on crée les conditions pour que nous puissions contribuer, d'une part, nous-mêmes en tant qu'organisation professionnelle, en tant que médias, à la lutte contre le terrorisme, et d'autre part, aider les citoyens à avoir suffisamment d'informations et avoir une posture qui leur permet, et aussi, d'apporter la contribution attendue aux forces de défense et de sécurité en termes de collaboration. C'est pour le succès de la lutte contre le terrorisme. Maintenant, qu'est-ce que nous reprochons exactement à cette loi? On va y venir, mais ce sont des questions... Donc pour rester sur le processus, je dirais que nous n'avons pas été associés en tant qu'organisation professionnelle des médias. Il y a une seule organisation qui avait été invitée dans des conditions un peu cavalières par la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale. Je dis cavalière parce que selon les informations qui nous ont été en tout cas rapportés par le président de l'organisation concernée, qui est l'association des éditeurs de la presse, des éditeurs et des professionnels de la presse en ligne, Dr Cyriac Paré. C'est la veille à 17h que l'invitation est arrivée à ce bureau. Et il nous a saisi autour de 18h pour nous dire, pour savoir est-ce qu'on avait été saisi. On a dit non. Donc, dans les échanges, on a convenu qu'il était bon qu'en tant que fêtier, en tant qu'organisation professionnelle des médias, on se retrouve pour avoir se retrouve en urgence pour avoir une position commune pour partager ces informations. Pourquoi il fallait ça? Parce que d'abord, il y a une première mouture de la loi qui était partie en conseil des ministres, une première mouture du projet de loi qui était partie en conseil des ministres pour être adopté et transmis à l'Assemblée nationale. En temps, le gouvernement, les rapports a fuité d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et quand ça a fuité, le gouvernement a fait rétropédalage pour sortir, et par la voix de son porte-parole, pour dire que la loi a été rétoquée et qu'il y allait avoir une large consultation pour aboutir à un consensus. Contre toute attente, le 6 juin, le même porte-parole du gouvernement annonce effectivement qu'un projet de loi a été adopté et qu'ils ont trouvé un consensus pour pouvoir envoyer le projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, finalement, le consensus n'est plus large, mais le consensus a été trouvé au sein du gouvernement.
en tout cas, nous, on n'a pas vu quelqu'un qui a été consulté avant et on n'a pas connaissance, on ne nous a pas fait cas aussi de quelqu'un qui a été consulté avant la transmission de la loi à l'Assemblée nationale. Une fois que la loi est transmise à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre d'organisations qui ont été saisies, dont l'APML dont j'ai parlé tantôt. Mais toutes ces organisations, surtout de la société civile, ont fait des propositions, mais à leur grand désarroi, aucune de leurs propositions n'a été prise en compte. Donc finalement, on a comme l'impression que en dehors, en tout cas pour les volets qui nous concernent, c'est-à-dire tout ce qui touche à la liberté de presse et d'expression, la loi a été adoptée telle qu'elle a été transmise au niveau. Et le projet de loi transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale a été adopté tel quel. Maintenant, il y a eu des ajouts sur d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec la liberté de la presse parce qu'il faut le dire, la révision ne concernait pas que les questions qui touchent le terrorisme ou la liberté d'expression. Voilà. Avant forcément de vous prononcer sur le contenu, le fond, en fait les dispositions querellées, il y a cette information qui avait été diffusée sur certains médias, à savoir que les organisations professionnelles invitaient l'ensemble des journalistes à aller directement à l'Assemblée nationale le jour J du vote. Alors, on n'a pas vu toute une foule monstre de journalistes pour... Est-ce que tous les journalistes, de votre égard, de votre appréciation, ont la même perception de la loi aujourd'hui? Je ne voudrais pas avoir la prétention effectivement de traduire les sentiments de tous les journalistes par rapport à cette question, mais ce que je sais qu'aucun journaliste ne s'est plaint effectivement du combat que nous avons engagé. C'est vrai, on a vu certaines analyses qui tendaient à dire que la loi était nécessaire, même s'il faut faire des griefs en certaines de ces dispositions. Mais c'est ce que nous disons. Nous, et il faut clarifier peut-être quelque chose pour que l'opinion nous comprenne. Les organisations professionnelles des médias, on est conscient qu'effectivement, si le gouvernement a pris l'initiative de la loi, c'est que ça répond à un besoin, ça répond à un problème qui est posé. Mais ce que nous pensons, c'est que la solution apportée, c'est ça qui est la solution est mauvaise. Et c'est pas de cette façon-là qu'on doit pouvoir régler les problèmes. Si effectivement la question du terrorisme, qui n'est pas le seul fait du gouvernement, qui n'est pas le seul fait des forces de défense et de sécurité, qui n'est pas le fait des institutions, mais beaucoup plus le fait du citoyen lambda et de tous les Burkinabés, s'il y a une loi effectivement qu'on doit adopter dans cette disposition-là, on doit faire attention au contenu qu'on donne à cette loi pour éviter de mettre en marge certains pans de la société qui pourraient plutôt apporter une contribution significative. Et c'est là tout le problème que nous avons avec cette loi. On a comme l'impression qu'on laisse la proie pour l'homme. En jetant un regard justement si l'effet que de certaines informations peut avoir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la répression du terrorisme, en oubliant effectivement tous les efforts plutôt qui doivent être faits dans le sens de faire en sorte qu'il y ait une dynamique, une mobilisation sociale, une cohésion, une synergie d'action de l'ensemble des acteurs autour du fait terroriste. Parce que c'est quoi comment y arriver? Nous on a pensé qu'on aurait pu avoir une large concertation des différents acteurs. Si le problème posé répond à un besoin précis, on peut discuter ensemble sur comment effectivement régler la question de la répression, d'abord de la sensibilisation et de la répression des problèmes posés et que la loi veut régler. Mais quand on met tout le monde, parce que la loi, le problème, les gens disent que les journalistes ne sont pas concernés, mais quand on dit quiconque, tous les journalistes se retrouvent dedans, les citoyens sont dedans, tout le monde est dedans. Donc, et nous disons qu'il ne faut pas mélanger les serviettes et les torsons. Nous avons des textes qui régissent la presse au Burkina Faso. Si nous estimons qu'il y a des limites à ce niveau aussi, on peut les améliorer, on peut les régler, on peut intégrer des dispositions qui permettent de prendre en compte les évolutions du contexte sociopolitique national. C'est la question de fond que nous posons. Si le problème est de réguler les réseaux sociaux, on peut réfléchir effectivement pour faire en sorte que des filibusters ne se cassent pas derrière des profils pour compromettre certaines actions qui sont d'intérêt public. Nous avons tous intérêt effectivement à ce que personne ne sabote la lutte contre le terrorisme sur tous ces plans, que ce soit sur le volet judiciaire, que ce soit sur le volet militaire, que ce soit sur le volet mobilisation sociale. Tous autant que nous sommes, nous devons apporter notre contribution. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une partie des acteurs qui sont engagés, il y a une autre aussi qui contribue à faire échouer les autres. C'est ce que nous refusons. Alors, Geoffroy Vara, il a déjà donné le ton. Prenez la parole pour votre entrée en matière. Bon, je ne sais pas si dans ce sujet il y a la question des généralités. Non, pas du tout. Il est entré en matière. Voilà, il faut aller directement à ce qu'on reproche, notamment en termes de points
qui sont venus en termes de révision pour ce code pénal-là, pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent, pour qu'on puisse développer déjà. Ok. Déjà, vous avez l'article 312-16. Quand vous regardez déjà, on intègre une autorisation préalable avant la diffusion d'éléments sonores ou des images. Ça veut dire que vous, en tant que télévision, si vous voulez diffuser une image qui a trait à une scène d'attaque terroriste, vous devez soumettre préalablement vos images, vos sons à une autorité qui n'est pas encore identifiée, parce que la loi ne dit pas c'est qui. J'ai appris hier au cours d'un débat avec un représentant du ministère de la Justice, effectivement, que l'autorisation préalable devrait être demandée au chef de l'enquête. Ça pourrait être donc le procureur, ça pourrait être un juge d'instruction, ou ça pourrait être peut-être un officier de police judiciaire qui conduit l'enquête. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le contrôle de l'information, il y a une volonté de contrôle de l'information. Et direct, le ministre l'a dit publiquement lors de son audition à l'Assemblée nationale, l'objectif c'est surtout de contrôler l'information pour éviter effectivement et de protéger les forces de défense et de sécurité. Alors, nous, là où ça nous pose problème, ça pose deux problèmes ici. Le premier, c'est cette volonté de contrôler l'information. Au XXIe siècle, dans ce Burkina Faso post-insurrectionnel où nous nous sommes battus pour obtenir l'état de droit, on ne peut pas accepter effectivement le principe du contrôle a priori de l'information. Nous devons accepter que il y a des textes qui régissent les différentes professions des médias, et il y a un régime de répression aussi qui est prévu. Et c'est a posteriori. On ne peut pas déjà présager de la faute commise par les médias pour autoriser des gens à vouloir contrôler l'information. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est quand on dit autorisation, au-delà de l'autorisation préalable, c'est comme si aujourd'hui, il y a une certaine volonté effectivement de créer des blocages et des filtres même de l'information. C'est pas seulement, c'est de filtrer même l'information. On peut vous dire, telle image là, vous ne pouvez pas la diffuser parce que ça compromet l'enquête. Mais la loi ne fait même pas obligation à celui qui dit que ça compromet l'enquête de vous démontrer en quoi ça peut compromettre une enquête. C'est là où ça ouvre la porte à tous les abus. Parce que les gars, ils peuvent ne pas être contents. Ils regardent, ils disent, bon, vous là, vous faites chier là, prenez effacez, on ne diffuse pas. Et vous n'avez pas la possibilité, effectivement, de contester. Puisque c'est lui qui mène l'enquête, c'est lui qui sait, effectivement. On va vous dire après que non, vous pouvez faire introduire des recours pour montrer qu'il n'y a pas de trucs. Mais tout ça, ça nous amène où? Et quelles conséquences ça va avoir au niveau du traitement de l'information? Moi, je crois que, en plus de cette loi, il y a toutes ces questions liées à l'accès, donc toutes ces dispositions liées à l'accès aux scènes d'attaque terroriste. Comment voulez-vous qu'un journaliste ne puisse pas se rendre sur un lieu, le théâtre des opérations pour avoir l'information? On peut créer les conditions pour que, parce que le simple fait de s'y aventurer, parfois même, si on interprète la loi, peut être assimilable à une tentative de vouloir diffuser des hommes. Et c'est là tous les amalgames que cette loi crée et qui va nous poser des problèmes, surtout effectivement dans ce contexte où les journalistes aujourd'hui, ce qui fait la différence entre les journalistes et les journalistes citoyens et les activistes sur les réseaux sociaux, c'est le terrain. C'est la présence sur le terrain, cette capacité à être constamment sur le terrain, à observer les faits, à pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir les relayer par la suite. Parce que si on perd ça et qu'on nous enlève ça, ça veut dire qu'on veut nous dire que le terrorisme ne fait plus partie des faits sur lesquels les médias doivent travailler. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux pour non seulement les contenus, mais c'est dangereux aussi pour les citoyens, parce que s'ils n'ont pas accès à l'information, si on fait de la lutte contre le terrorisme des sortes de chasse gardée entre des autorités et ceux qui sont et les forces de défense et de sécurité, j'ai bien peur qu'on crée les conditions d'un ancrage durable du terrorisme dans notre société. Vous poursuivez? Vous passez la main à Bernard Bougma. Bon, d'accord, je passe la main à Bernard. D'accord, encore. Effectivement, il est bien pour les Burkinabés de savoir pourquoi est-ce que les organisations professionnelles de médias
ne veulent pas cette loi, parce qu'il y en a qui parlent d'acharnement, qui s'acharnent sur cette loi. Alors que quand on regarde la configuration du gouvernement actuel, on a eu des messieurs qui avaient fait de la promotion et de la défense de la liberté de la presse, de l'expression, leur cheval de bataille. Il y en a qui ont bâti pratiquement une carrière là-dessus. Donc si ces messieurs-là, effectivement, viennent apporter à bout de bras une loi à soutenir et à sortir, expliquer les fondements de cette loi, il y a bien, effectivement, urgence de s'interroger sur aussi le rôle des organisations de défense de journalistes, parce que ces messieurs-là également ont siégé ou siègent peut-être jusqu'à présent dans ces organisations-là. C'est pourquoi les uns et les autres essaient de savoir quelles sont les dispositions qui sont véritablement querellées, quelles sont les dispositions qui n'arrangent véritablement pas, effectivement, ceux qui travaillent dans l'univers des médias. Parce que il y a deux entités, il y a ceux qui sont concernés en tant que médias, mais il y a ceux qui ne sont pas concernés parce que citoyens tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dénomination qui sort tout individu. Puis on dit tout support. Voilà, donc voilà, justement, c'est cette précision. Donc, et vous l'avez dit, quand on dit quiconque, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous enlever dans quiconque en tant que journaliste. Quand on dit tout support, vous ne pouvez pas enlever les différents supports médiatiques, télévision, presse écrite, radio, vous ne pouvez pas enlever ça. Donc, en fait, il y a comme une sorte de subtilité. Peut-être que les acteurs qui ont rédigé la loi sont de bonne foi et ont voulu embrasser large. Mais le problème, c'est que dans embrasser large, là, on met les torchons et les serviettes ensemble. Alors, mais monsieur Ouedraogo, oui, il y a eu la dépénalisation des délits de presse. Il y en a qui disent que mais vous avez déjà ça, en quoi est-ce que ça vous concerne? Mais justement, ça c'est si on en français facile, quoi. En français facile, si on va regarder cette loi, oui, c'est que si les questions du terrorisme, votre affaire de dépénalisation des délits de presse ne compte plus. C'est ça qui vous applique. Parce que dans votre disposition relative au régime juridique de la presse, il n'y a rien qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc on n'a pas légiféré à ce niveau. Donc si on envoie sur le terrain du terrorisme, vous ne pouvez pas invoquer effectivement la question de votre dépénalisation partielle, parce que le code pénal prévoit effectivement que si vous avez conduit des actions de nature effectivement à compromettre une action de lutte contre le terrorisme, vous encourez telle peine. Ce que nous disons, et pour être simple, comme vous le dites en français facile, ce que nous disons, c'est de faire en sorte qu'on se comprenne par rapport à toutes ces dispositions. Que quand on regarde le contenu, on ne puisse pas confondre le journaliste professionnel et l'activiste, ou si vous voulez, les termes que les gens utilisent, on plaisante avec, mais c'est devenu un terme usé, les boxeurs. Voilà, parce qu'on ne peut pas confondre les journalistes avec les boxeurs. Si les boxeurs posent problème, effectivement, le gouvernement doit avoir la responsabilité. Le gouvernement et la justice, c'est de leur responsabilité, effectivement, de faire en sorte que cessent ces agissements. Et on n'a même pas besoin de cette loi pour y arriver. Nous sommes convaincus que les dispositions actuelles, et nous avons discuté avec beaucoup de juristes, qu'on n'avait même pas besoin justement d'une nouvelle loi pour réprimer ces pratiques qui sont réelles effectivement sur les réseaux sociaux. Maintenant, le problème de ce gouvernement, et je le répète toujours, c'est de s'engager sur des terrains inutilement conflictuels. C'est ça le vrai problème. Au lieu de résoudre les problèmes, ils en créent d'autres. Et c'est ça qui fait qu'on continue à agiter, on parle de cohésion sociale, mais on continue à agiter tout ce qui est conflictuel. On crée des conflits avec les différentes corporations. Même ceux qui ne cherchent pas de conflit, on va les chercher pour trouver un conflit, pour trouver un conflit avec eux. Et c'est ça tout le problème. Et puis moi, je suivais les débats à l'Assemblée nationale. Ça m'a fait un peu sourire parce qu'il y avait le propos du ministre Bagoro. Il disait, pour ce qui est des journalistes, ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est plutôt les activistes. Mais ça faisait sourire quand même pour un homme de droit qui fait cette lecture-là. C'est le piège tendu ou c'est le refus de voir la vérité en face, ou c'est quoi? Non, peut-être c'est pour ça que je dis peut-être qu'ils sont de bonne foi. Mais c'est l'action qui pose problème. Parce que si vous savez que les problèmes posés, effectivement, ce sont les activistes, mais moi je pense qu'il faut réfléchir autrement. Mais le ministre est un homme de droit. Quand il voit la formulation, le journaliste est pleinement concerné. Oui, mais peut-être que ça peut être, le journaliste est concerné, mais peut-être que lui, dans sa conception, ou dans la façon dont ils ont conçu les choses, c'est vrai que c'est d'hypothèse générale, mais dans l'application, on saura comment on va faire. Sauf que la loi dispose pour l'avenir, et ce qui est écrit, c'est ça qui est applicable même après eux.
C'est ça tout le débat. Parce qu'ils peuvent avoir effectivement pour l'intention effectivement de régler un problème précis avec cette loi. Mais après, cette loi qui est de portée générale va s'appliquer sur d'autres situations dans son application, dont effectivement les journalistes et les citoyens ordinaires. Et bon, dernière question, parce qu'on parle aussi de la responsabilité, notamment sociale du journaliste et tout. Est-ce que aujourd'hui, il a été constaté quand même des écarts pour ce qui est de nos confrères dans le traitement de cette information sensible pour que cela puisse justifier ces choses-là? Mais les écarts, on les a constatés partout, même au niveau gouvernemental. Vous savez, la lutte contre les faits terroristes est un phénomène relativement nouveau pour le Burkina Faso et pour les Burkinabés dans l'air ensemble. On apprend à faire avec et chacun essaie d'intégrer ses pratiques professionnelles au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le gouvernement, si on devait prendre des dispositions pour sanctionner le gouvernement, il y a longtemps qu'on a chassé tous ces gouvernements, et peut-être même jusqu'au président du Faso, parce que les premières attaques jusqu'à un certain niveau, et prenez l'année 2018 et début 2019, apparemment on s'était retrouvé pratiquement dans une situation où l'État ne semblait pas avoir des réponses réelles sur la situation que nous vivions. On aurait pu effectivement évoquer des situations d'incompétence pour demander à tous ces gars-là de circuler. Mais on a compris que c'est une situation où on apprend à s'adapter, où on apprend à développer des mécanismes pour pouvoir trouver les réponses qu'il faut. C'est la même attitude qu'il faut avoir avec tous les acteurs, y compris les médias. Qu'est-ce qui empêche effectivement qu'aujourd'hui, on engage le dialogue autour des questions, comment on construit un pacte national autour de la lutte contre le terrorisme? C'est pas en légiférant sur des questions précises qu'on va régler le problème. Mais on construit ensemble quelque chose, on prend des engagements, on responsabilise davantage les acteurs, y compris les acteurs des médias. Vous savez, les dérives dont on parle au niveau des médias, on a la malchance effectivement qu'au niveau des médias, quand on commet une faute, c'est vite su de tous. Mais quand vous allez compter les fautes professionnelles que les différents corps font tous les jours, peut-être que vous allez dire qu'il n'y a rien dans les médias. Donc, il faut faire très attention pour ne pas prendre les dérives et comme on appelle les difficultés ou les dérives volontaires peut-être de quelques individus pour effectivement généraliser sur tout un corps. Et c'est ça qui pose un problème. Moi, quand vous parlez par exemple de certains confrères, c'est vrai, mais est-ce que ils sont combien ces confrères par rapport à la grande majorité des médias, par rapport à la grande majorité des journalistes? Ça aussi, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Maintenant, qu'est-ce qui empêche, ou qu'est-ce qui a empêché justement le gouvernement ou au niveau de la justice la possibilité de poursuivre ces confrères-là si effectivement tant est qu'ils avaient commis des fautes? Rien, absolument rien. Et nous n'allions pas effectivement dire parce que c'est des journalistes qu'on les poursuit, on va se mettre sur nos grands chevaux pour contester. On allait peut-être essayer de voir dans quelle mesure on peut créer les conditions pour que les fautes ne soient plus commises, tout en aidant à l'établissement de la responsabilité des acteurs. Mais M. Drago, quand vous plaidez pour une indulgence dans l'appréciation du traitement de l'information par les journalistes, est-ce que vous tenez compte du fait que depuis quand même ces dernières années, il y a eu plusieurs formations, plusieurs rencontres, que ce soit par le CSC, par le ministère en charge de la communication et d'autres structures comme ça, pour outiller les journalistes et tous ceux qui traitent l'information. Jusqu'ici, il y a quand même quelques dérives qui sont constatées de part et d'autre. Mais c'est ce que j'ai dit. On mène des actions isolées. Moi, je parle d'actions d'ensemble, coordonnées et en synergie, depuis l'action gouvernementale jusqu'aux citoyens, les citoyens ordinaires. Ça dit, on ne peut pas résoudre un problème aussi structuré, parce que le terrorisme est devenu un problème structuré, il est entré dans notre société. Et pour le faire sortir, il faut une réflexion beaucoup plus profonde que ça. C'est pas réunir 20 journalistes dans une salle et puis faire une formation en 2 jours qu'on va régler le problème. On donne effectivement les béyabas pour permettre à chacun effectivement de pouvoir faire son travail en tenant compte du contexte. Mais après, ça devient une appropriation personnelle des connaissances acquises. Ce dont je parle, c'est une dynamique au niveau national qui coordonne, qui crée une synergie d'action et qui responsabilise chacun dans son domaine d'activité. Et ce travail-là, c'est le gouvernement qui doit pouvoir le faire. Ce travail-là, c'est les institutions qui doivent pouvoir l'engager et l'encadrer. Parce que il faut qu'on se mette en tête définitivement que le phénomène terroriste-là ne pourra pas être vaincu si nous créons des divisions au sein de la société. Alors,
Je préfère donner la parole à Bernard, qui n'a pas beaucoup parlé. À vous entendre parler, c'est comme si il est désormais interdit aux journalistes, effectivement, de faire du traitement de l'information liée au terrorisme. En tout cas, pour le moment, en attendant la promulgation de la loi, vous pouvez continuer à traiter des informations relatives. Mais après, si toutefois la loi est promulguée, il va falloir faire attention. Parce que le contexte est tel que, comme je dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais bon, vous insistez sur peut-être de bonnes intentions de départ. Oui. Maintenant, vous avez également dit que la loi doit avoir une portée générale. Oui. Maintenant, quelle formulation il aurait fallu faire pour ne pas mélanger les serviettes et les torchons comme vous l'avez dit. Il y a un certain nombre de contributions, je ne les ai pas en tête, que certains acteurs avec lesquels nous avons travaillé, notamment la commission des lois de la société civile, avaient essayé d'élaborer. Nous sommes appropriés beaucoup de ces propositions. Et nous avons fait une note d'interpellation que nous avons envoyée à l'Assemblée nationale en son temps. Parce que pour nous, la question de fond, c'est pas que nous voulons attirer l'attention sur les dispositions actuelles et la nécessité de les reformuler pour introduire pour nous-mêmes d'abord et au-delà même, à défaut, le changement de cette disposition, c'est à défaut de pouvoir retirer cette loi-là. Ah, okay. Parce que la loi, nous avons écouté beaucoup de professionnels du droit qui disent clairement que la loi en l'état permet de régler les problèmes pour lesquels cette révision a été sans passer par la case révision. Donc alors, s'il y a des problèmes effectivement qui se posent, alors nous créons les débats. Et pour montrer que nous sommes effectivement engagés dans cette dynamique-là, nous organisons un forum le mercredi prochain à Ouaga, avec l'ensemble des acteurs. Nous espérons que le gouvernement va venir, parce qu'on l'a invité effectivement pour qu'il vienne nous expliquer davantage. Peut-être que on a des problèmes pour comprendre, et qu'ils viennent expliquer, et que ceux qui contestent aussi puissent expliquer, et qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure effectivement on peut créer les conditions de changement, ou en tout cas d'avoir une loi dont l'application ne poserait pas de problème ni à la démocratie, ni aux droits des citoyens, ni à la pratique professionnelle du métier de journaliste au Burkina Faso. Et ce forum-là va être une grosse tribune que nous sommes en train d'organiser, ce sera le mercredi prochain. Ensuite, nous avons entrepris une démarche aussi auprès du chef de l'État pour lui demander de surseoir à la promulgation de la loi en attendant qu'on ouvre le débat. Et nous pensons que, en tant que garant de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso, le président du Faso nous recevra effectivement pour nous écouter au moins avant de décider. Parce que c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons effectivement lui expliquer les enjeux effectivement par rapport à cette loi, tel que nous le percevons, tel que les organisations comme Amnesty International, comme le mouvement burkinabé des droits de l'homme, les CIFDA et la Fédération internationale des journalistes le pensent. Mais là, après, c'est lui qui décide. Il prend sa décision de promulguer après. Mais nous lui demandons au moins de nous écouter avant de passer à l'acte. Mais il y a les grands juges, le Conseil constitutionnel. Deuxième, ça c'est notre démarche aussi qui est en cours. Nous avons déjà interpellé le Conseil constitutionnel à travers le Conseil constitutionnel à travers une lettre interpellative. Mais il y a d'autres actions qui sont en cours. Nous allons effectivement introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel pour lui demander. Vous ne l'avez pas encore fait? Non, c'est en cours. Ça on a introduit un document. Ça c'est une sorte pour attirer l'attention du Conseil constitutionnel. Mais c'est différent d'un recours contre la loi. Mais le recours contre la loi, il faut avoir des acteurs, des professionnels du droit pour vous accompagner. Donc nous avons consulté des avocats avec lesquels nous avons engagé une procédure qui va être bientôt bouclée aussi. On va introduire ce recours. C'est pour dire en fait que nous sommes restés dans la stricte légalité républicaine. Et nous voulons effectivement qu'il y ait un dialogue républicain autour de ces révisions du code pénal pour donner une chance de ne pas créer des problèmes, effectivement, de ne pas créer les conditions d'un recul de la liberté de presse et d'expression au Burkina Faso. D'accord. Pour revenir à la question de ces articles à 312, 316, je veux qu'on comprenne aussi les inquiétudes qui sont celles notamment des journalistes. Parce que pour moi, le point n'est pas tant ce qui est écrit, mais c'est le pouvoir que ça donne en termes d'interprétation à celui qui aura à juger un certain nombre de choses. On a des délits, c'est trop général. Et puis, c'est trop vague. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quand on regarde
La dernière fois, il y a eu sur comme le CMG qui a été attaqué en plein centre-ville. Nous étions ici, vous vous rappelez, en séance de travail, en séance de travail ici, et on apprend qu'il y a ceci, il y a cela. Très vite, je me rappelle que c'est Bachir Doussa qu'on a dépêché sur les lieux, ça tirait, nous tous on entendait. Mais aujourd'hui, avec la loi, si on l'attrape là-bas, c'est un délit, il n'a même pas le droit d'y être. C'est-à-dire que, interprétation pour interprétation, il y a problème. Donc celui qui sera assis à la maison aussi n'aura pas l'information sur ce qui s'est passé au centre-ville. Ou s'il a l'information, c'est selon la lecture autorisée. Exactement. C'est ça qui est grave. Peut-être que aussi le terrorisme, on veut nous dire contentez-vous de communiquer, ou peut-être même on va même aller jusqu'à peut-être demander aux forces de défense de sécurité de filmer, de faire des photos et puis nous envoyer. Parce que là au moins c'est déjà regardé, autorisé. Parce que ce que nous voulons qu'on règle avec cette loi, c'est de nous empêcher le travail de terrain qui est consubstantiel au travail, au métier de journaliste. Si tu ne peux pas aller sur le terrain, tu ne peux pas faire du journalisme. Ça dit, on ne peut pas continuer avec ce qu'on appelle le journalisme assis. Ça dit, on est dans nos bureaux où on va dans les cérémonies autorisées avec tout le confort, tu es assis, jusqu'à la fin tu prends des notes et puis tu viens, tu rends compte. C'est pas si le terrorisme, en tout cas, ça doit être ça. Et si ça passe, peut-être que demain on va trouver d'autres domaines pour dire il faut légiférer pour éviter que les journalistes pour contrôler l'information et ainsi de suite. Parce que justement, les dictatures naissent justement quand les lois permettent effectivement de contrôler la liberté des gens. Et au fur et à mesure qu'on avance, on en prend goût. Et il faut faire attention aussi. Et nous voulons créer les conditions pour que nos autorités ne prennent pas goût aux lois qui contrôlent les libertés et qui peuvent les entraîner dans des situations que nous-mêmes nous ne souhaiterons pas. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est-à-dire que il y a le test qui est comment dire ça, sur lequel il y a des problèmes. Il y a aussi les sanctions qui vont avec. Ça on n'a pas encore abordé. Pécuniaire, et puis la question de prison ferme, la privation de liberté. La question de effectivement, il y a une sorte d'exagération aussi, si je peux m'exprimer ainsi, des peines aussi par rapport à certaines situations. Parce que quand on va jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme, 10 millions d'amendes, ce n'est que les amendes. Parce que quelqu'un peut demander, l'État peut demander aussi des intérêts de dommages, et peut-être là, ils vont peut-être aller à 100 millions, on n'en sait rien. Et quand tu regardes, aujourd'hui, d'abord sur le plan pécuniaire, quand vous regardez globalement nos entreprises de presse, 10 millions sortis des caisses de notre entreprise de presse, la plupart, il y a beaucoup. On va mettre la clé sur le paillasson. Non, il y a beaucoup, mais il faut fermer, vendre les matériaux pour compléter, sinon il ne peut pas avoir les moyens de pouvoir payer la manne. Il y a d'autres, quand ça sort aussi, ils risquent de mettre la clé sur le paillasson. Et deuxième chose, quand vous en même temps, sur cette question, il y a beaucoup qui disaient qu'on n'avait pas un code pénal dissuasif. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une réponse à cela? Est-ce que c'est à ce niveau que le code pénal n'est pas dissuasif? Parce que c'est là qu'on fait des choses. Est-ce qu'on ne peut pas regarder là où effectivement, c'est des questions beaucoup plus pratiques et qui ont un impact sérieux effectivement si la vie de la nation. Quand on parle par exemple de démoralisation des troupes, ou des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme, il faut être sérieux. Entre ceux qui parlent des problèmes des forces de défense et de sécurité ou des scènes qui les concernent, et ceux qui doivent gérer les ressources ou qui exécutent mal, qui conçoivent mal les plans, ou qui n'assument pas les responsabilités par rapport aux troupes sur le terrain, qui les démoralisent. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. Les médias ont connaissance d'un certain nombre de choses dont ils ne parlent pas, pour éviter effectivement que ça soit interprété comme une volonté de démoraliser les troupes sur le terrain. Beaucoup nous le reprochent d'ailleurs. Des lecteurs nous le reprochent, des acteurs qui sont sur le terrain nous le reprochent. Mais nous avons fait le choix de ne pas en parler effectivement pour ne pas créer des conditions. Mais si après tout ça, on estime que nous n'exerçons pas pleinement notre responsabilité sociale et qu'il faut effectivement davantage nous pressurer ou en tout cas créer les conditions pour que on soit réduit plus ou moins au silence sur ces questions-là, je crois que quand même on en fait un peu trop et nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Ce que nous voulons demander, c'est que il faut qu'on crée un climat de confiance et de respect envers
un certain nombre d'acteurs, notamment des médias. Parce qu'on a comme l'impression, quand on écoute certains, oui, vous ne pouvez pas prendre comment on appelle, les dérives d'un journaliste, d'un seul journaliste, et puis généraliser, oui, vous les journalistes là, mais on n'a qu'à être sérieux. Est-ce que quand on voit, quand un ministre commet des impairs, on prend ça pour dire, ah, vous les ministres là, ou bien quand un juge fait ça, on dit, vous les magistrats, vous les médecins. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce que... Et tout à l'heure, vous avez parlé de la réalité liée au terrorisme qui est une chose nouvelle pour notre pays, le Burkina Faso, et même pour les Burkinabés dans leur ensemble. Et il y a aussi le fait que certains pays aussi ont fait la meilleure expérience de cette réalité-là. Alors, il y a aussi des dispositions qui ont été révisées pour permettre justement de pouvoir faire face à la réalité. Et moi, j'aime les études comparatives. Est-ce que quand vous faites la comparaison de ces pays, notamment l'Occident, qui a quand même des dispositions pour gérer ses affaires, et notre réalité, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de comparaison? Oui, on peut par exemple, l'exemple le plus patent, c'est le Patriot Act aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2002, je crois, voilà, qui effectivement a limité, ou en tout cas essaie de limiter la liberté de presse et d'expression sur les questions liées au terrorisme. Mais ça n'a pas empêché que les médias et les organisations effectivement mènent le débat, allant même parfois à défier les Patriot Act, parce que le journaliste dans son intime conviction estime que telle situation effectivement ne compromet pas la lutte contre le terrorisme. Et le résultat c'est quoi? Ça a amené Barack Obama à revenir sur le Patriot Act en certaines de ces dispositions pour supprimer certaines dispositions qu'on estime être liberticides. Est-ce que nous aussi on va attendre qu'il y ait effectivement cette lutte et espérer qu'un jour il y ait un nouveau président qui vient dire, écoutez, ce code pénal là, il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe ailleurs et de tirer les leçons aussi de ce que les autres font. En France, quand vous prenez par exemple en France au cours des différentes attaques, c'est vrai, il y a des situations quand même qui sont que les gens essaient de faire des comparaisons qui donnent des raisons aussi de dire il faut qu'on fasse attention. Par exemple, certains disent que l'attaque de l'IP Cacher en France avec Amédée Koulibaly, c'est parce que France 24 retransmettait l'attaque en direct qu'il s'est rendu compte que ses revendications n'étaient pas traitées comme il se devait, et c'est pour ça qu'il a tiré sur les gens. Donc on a voulu faire porter la responsabilité à France 24 par rapport à cette situation. Mais en même temps, dans l'attaque à ce qui s'est passé à Toulouse-Montauban avec Mohamed Merah, c'est justement la retransmission de France 24 qui a permis à ceux qui habitaient dans l'immeuble de savoir que l'unité spéciale l'intervention de l'unité spéciale se passait dans leur immeuble, et on pu se mettre à l'abri pour éviter effectivement d'être simultané des opérations. Donc en fait, quand vous regardez, il y a un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à avoir. Et quand c'est comme ça, il faut voir dans quelles conditions. Dans certaines situations, il y a des possibilités effectivement de négocier, de discuter avec notamment c'est en charge des organes de régulation, de voir pour éviter par exemple des retransmissions en direct. Quand il y a une opération en cours, on peut négocier par exemple avec les télévisions, les radios, pour qu'il y ait une diffusion décalée, peut-être d'une heure. Comme ça, si les terroristes regardent la télé, croyant que non, ce qu'ils voient, c'est une opération, c'est en ce moment qu'ils sont en train de se passer, ils se trompent parce que les gens sont beaucoup plus en avance que là où ils étaient. Tout ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir. C'est pour ça que j'ai dit, quand on pose le débat, quand on pose les problèmes, on peut toujours trouver des solutions. C'est intéressant parce qu'on est là dans le cœur même du sujet. Bon, il y a beaucoup d'autres aspects qui, quelquefois, ne sont pas pris en compte. Lorsqu'on prend Nassoubo, lorsqu'on prend la plupart des attaques, les machins, vous prenez même les opérations qu'il y a eu à Rayongo, je suis désolé, nous n'avions pas accès à un certain périmètre. Mais vous aviez ces images qu'aucun média n'a diffusées dans les réseaux sociaux. Et chacun l'avait sur son portable. Et de nos militaires calcinés, et de l'intérieur de la villa de Rayongo. Il y en a plusieurs comme ça. Aucun média ne les diffuse. Mais qui prend les photos? Qui prend les vidéos? Qui les envoie? C'est nos forces. C'est nos éléments qui sont sur le terrain. Mais jamais, au grand jamais, vous ne verrez qu'il y a eu une enquête qui a permis d'épingler celui-ci ou celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut régler? Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'on a des médias au Burkina Faso qui sont assez responsables. La bagarre des chiffonniers sur des intérêts et des clivages, ici,
il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine responsabilité. Donc le problème est mal circonscrit. Je dis, il y a beaucoup de problèmes dedans. On met le pied dans la fourmilière, mais en même temps, pour emprunter son propos, on veut taper et on veut traiter en même temps, de la même façon, la serpillère et la serviette. C'est ce qui pose problème aussi aujourd'hui. Donc je veux dire qu'il y a beaucoup de niveaux il y a de la réflexion vraiment à mener, et ce n'est pas dans le caractère si vague et généraliste des délits là qu'on pourra s'en sortir. C'est ça, il y a quelque chose à faire, c'est clair. Parce qu'on n'est tous pas heureux de voir certaines images sur les réseaux sociaux, divulguées et tout. Il y a quelque chose à faire. Mais est-ce que c'est fait de la bonne façon? Je pense que c'est le débat qui est mené ici aujourd'hui. Et comme ça, c'est jeter un peu les journalistes en pâture et puis se dire, bon, les gars, ils sont trop accrochés à leur liberté. Et quelquefois, on nous prête, au nom de cette liberté, de se dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Si on révélait le cas de ce qu'on avait, je pense qu'on ne traiterait pas la question de la même façon. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. La question, c'est: est-ce que les carottes ne sont pas cuites pour les organisations professionnelles des médias? Parce que quand on regarde un peu à l'image du débat sur le code électoral, on a vu le tollé que cela aussi a créé, la désapprobation de l'opposition, mais finalement, on n'a pas changé les choses. Est-ce que vous avez foi quels sont les moyens dont vous disposez pour faire changer les choses? Nous pensons que on est parti pour... Nous sommes préparés parce que pour nous, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas une courte bataille si effectivement au sortir de l'audience avec le président, en homme de consensus, il décide effectivement de renvoyer la loi à l'Assemblée nationale pour ouvrir un large débat. Ça relève de ses prérogatives et nous pensons qu'il va le faire. Toutefois, s'il ne le fait pas, nous allons prendre acte et nous allons continuer le combat. On l'a fait avec le code de l'information depuis 1993, de 1993 jusqu'en 2015. Donc on peut estimer effectivement que ça peut être une bataille que nous allons mener. Peut-être que nous, aujourd'hui, nous allons pouvoir la gagner, ou peut-être qu'on va la léguer aussi à ceux qui viennent après pour continuer le combat. Parce que la question de fond, tant qu'il y a un combat justement, tant qu'il y a une bataille qui est engagée sur ça, ça va limiter effectivement les effets pervers de son application, parce qu'on fera attention. Mais si on dit qu'on estime que les carottes sont cuites, effectivement, en ce moment, les gens vont pouvoir profiter effectivement pour nous embarquer et même se permettre peut-être ce que nous craignons, parce que les dispositions assez générales de la loi leur permettent de faire ça. Nous pensons que il faut continuer le combat, il faut... Parce qu'après le forum justement, en plus des propositions que nous allons faire, nous allons prendre un certain nombre d'actions. Comme je l'ai dit, nous avons déjà introduit un recours au niveau nous allons introduire des recours au niveau du Conseil constitutionnel. Si effectivement l'argumentaire défendu par les juristes que nous avons consultés effectivement sont fondés, nous avons foi effectivement que le Conseil constitutionnel ne laissera pas passer une loi qui pourrait être contraire à l'esprit de la Constitution, qui garantit le droit des citoyens à l'information, qui garantit la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc nous avons foi effectivement qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à vouloir instaurer dans notre arsenal juridique des dispositions liberticides, parce que il y va même de l'intérêt, parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ils oublient qu'ils ne sont pas toujours aux affaires. Donc, il faut qu'on pense à demain. Et nous commençons justement à penser à demain, à penser au-delà de nous-mêmes. Alors, on va prendre les avis finaux des juges au siège. Bernard Boukma. Comme il a si bien conclu, c'est un combat qui commence. Le code de l'information, c'est pratiquement de 95 jusqu'en 93, pardon, jusqu'en 2015, c'était un long combat. Donc peut-être que également le chef de l'État, comme il a dit, maintenant c'est de l'espoir. Voilà, pour qu'on puisse revoir certaines dispositions pour ne pas confondre les choses. Et là, effectivement, c'est quelque chose de très fondamental. Mais c'est dit également, c'est pas que les uns et les autres sont opposés à une quelconque régulation des usages des réseaux sociaux. Non. Je pense qu'il y a aussi cette part-là à faire, cette part de choses à faire, comme il a d'ailleurs si bien dit. Donc, je pense que c'est un combat aussi qui commence. Il faut qu'on se mette en tête que bon, ça peut être gagné très facilement, tout comme ça peut durer. Et puis bon, rien ne prouve également que les dispositions ne seront pas revues. J'ai dit certains de ceux qui sont ministres aujourd'hui ont fait
de la promotion de la défense de la liberté de l'expression. Leur cheval de bataille, ce n'est pas le ministre Rémi Denguinou, par exemple, qui dira le contraire. Donc si on en arrive à une telle loi, comme il a dit, peut-être que les intentions de départ sont bonnes, c'est à l'arrivée qu'il y a une fausse note qui est peut-être rattrapable. Geoffroy? Je pense que Bernard a dit vraiment l'essentiel, c'est que quand on regarde, on sait qu'il y a quelque chose à faire. J'ai dit, on n'est pas fier de voir certaines choses circuler sur les réseaux sociaux, on n'est pas fier de voir certaines choses. Maintenant, il faut savoir aborder le problème, le tenir du bon bout, et puis prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on est très vague, celui qui aura à juger, celui qui aura à décider, on risque d'en faire un dictateur. Tant et si bien que, à un moment donné, nous journalistes ne puissions plus travailler dans les bonnes conditions. Et c'est l'alerte qu'on est en train de mener aujourd'hui. Et Bernard le dit, c'est triste aussi de voir que c'est porté par ceux qui se réclament de faire des ministres de l'insurrection ou des choses comme ça. On entend souvent ces qualificatifs. Et puis, les gens abordés dans ce pays-là, à un moment donné, tout. Ils ont tout analysé. Ils ont fait les débats sur tout. C'était sous Blaise. Le RSP, on n'a pas dit qu'ils étaient en train de démoraliser l'armée. Combien de temps on n'a pas suivi ces critiques et tout ça, ces cartons et tout. Et ça, il faut s'en souvenir. Il faut savoir aborder les choses de façon responsable. Et je pense qu'on en est presque qu'il est assez. Et quand on veut écrire des textes, quand on veut juguler des choses, il faut être précis pour ne pas éviter, et j'emporte encore son mot, de mélanger ses pierres et serviettes. D'accord, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Boulema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter et président de la Société des éditeurs de presse. Merci au juge au siège Bernard Bougma, Geoffroy Vara. Merci à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs qui nous ont suivis. La balle est dans le camp du président du Faso Rock, Christian Kaboré, et comptant justement sur son sens du discernement. Nous savons qu'il ne voudrait pas rentrer dans l'histoire à travers, en tout cas, la petite porte. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là. Espérons vous trouver pour la suite on va dire, des actualités la semaine prochaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir, à très bientôt.